activités financières dans les territoires offshore ou paradis fiscaux ou l'un et l'autre et ensemble. Et quelle action menez-vous? Quel type d'action avez-vous sur ces réalités financières? Je suppose que avez-vous veut dire aviez-vous? Oui, à l'imparfait. Pardon de vous corriger. À vrai dire, peu. Peu pour deux raisons. La première, c'est que ça n'a pas été à l'origine une fonction qui a été dévolue au FMI, pour deux raisons évidentes. C'est que lorsque le traité de Bretton Woods a été rédigé, le problème n'était pas considéré comme majeur. D'ailleurs, il ne l'était pas. Et donc, même si après, au travers de différentes propositions et d'actions de ses membres, le FMI a été amené à s'interroger sur ces questions-là, ça n'est pas dans sa nature première. La seconde raison, qui est une des grandes limitations, et ça aussi ça fait partie du traité d'origine, de l'action du FMI, c'est que le FMI n'intervient dans un État qu'à la demande de celui-ci. Et tout le monde ne sait pas toujours cela. Le FMI n'est pas une structure, pour ce sujet comme pour d'autres, susceptible de dire « je viens vous voir parce que ça va mal chez vous » ou « je considère que ça ne va pas comme il faudrait ». Ça va mal pour des questions de balance des paiements ou ça ne va pas comme il faudrait pour des questions, par exemple, de transparence financière. Le FMI n'intervient qu'à la demande du membre en question, et tant qu'il ne demande pas formellement, le FMI est à l'extérieur. Si bien que vous vous en doutez, pour ce qui est des zones dont l'activité peut sembler contestable, paradis fiscaux ou centres offshore, il ne demande rien. Et comme il ne demande rien, le FMI a bien du mal à y mettre le nez. Alors il faut nuancer ce que je viens de dire, parce qu'un certain nombre de décisions internationales, de pression, tordre le bras de ces États généralement pas très vastes et pas très puissants, a fait que quand même qu'il y a des investigations ont eu lieu. Mais relativement peu, pour la raison que je viens de dire. Alors si on rentre dans les investigations qui ont pu avoir lieu, notamment la voie d'accès qui a été principalement choisie a été la voie prudentielle. L'idée était de dire, dans ces pays, dans ces îles, pour aller vite, parce que ce sont souvent des îles, donc ça permet d'avoir un terme générique, il y a des systèmes financiers. Ces systèmes financiers doivent se soumettre au fonctionnement des institutions financières en termes prudentiels. Et donc, le contrôle prudentiel est légitime et il était très difficile pour les États en question de refuser le contrôle prudentiel. Donc, ce contrôle prudentiel ayant eu lieu, il permettait de mettre le nez un peu dans ce qui se passait. Mais le résultat, ça a été qu'au bout de quelques années, en termes prudentiels, les banques de je ne sais quelle contrée sur les fameuses listes rouges de l'OCDE étaient parfaitement carrées en termes prudentiels et donc il n'y avait pas grand-chose à leur reprocher là-dessus. Ça a quand même été un moyen d'y aller voir. Et évidemment, l'autre cas, c'est lorsqu'un drame quelconque se passe, que là, pour le coup, le pays fait appel au FMI. Alors ça, c'est l'occasion, évidemment, de mettre son nez plus avant. Mais le FMI a les mains assez liées dans cette affaire. Un certain nombre de procédures, au cours du temps, ont permis de lui donner un peu de marge de manœuvre, mais beaucoup moins qu'il ne le faudrait. Donc ça, c'est dans l'aspect investigation. Votre question, je pense, couvrait aussi un autre aspect qui est dans les préoccupations du FMI. Comment est-ce qu'il essaye de tenir compte de ça? Alors ça, évidemment, là, il n'y a pas de limitation formelle et le fonds essaye autant qu'il le peut, avec quand même une interférence avec le point précédent, c'est qu'il faudrait pouvoir aller voir sur place. Souvent, on ne peut pas aller voir sur place. On ne peut que demander à l'État qui veuille bien nous dire si. Et évidemment, vous mesurez que ça fait une certaine distance. Mais néanmoins, la préoccupation sur la stabilité financière globale est devenue de plus en plus importante, surtout depuis la crise de 2007-2008, où le fonds a pris un rôle bien plus considérable que celui qu'il jouait avant. Mais il reste en clair une limitation très forte qui ne fait pas du FMI ce que, de mon point de vue, il pourrait être. Et ce, du point de vue de beaucoup de citoyens, il l'est déjà, mais il se trompe en le croyant, une sorte de gendarme. Le terme est un peu vague, mais enfin bon, pas un superviseur, c'est pas un superviseur au sens bancaire, mais bon, gendarme, l'imprécision est utile, de la finance internationale, sauf qu'il n'en a pas les moyens aujourd'hui, pas les moyens légaux, et du coup pas non plus les moyens intellectuels, parce que n'ayant pas les moyens légaux, il n'y a aucune raison de recruter des gens pour le faire. Bien, une dernière question, Monsieur le Président, avec votre permission, avant de
partager le temps et afin que mes collègues puissent poser leurs questions. Vous avez évoqué au début l'idée que ce n'est pas la finance en elle-même qui serait en cause dans nos difficultés, mais davantage les utilisateurs dont il faudrait améliorer le comportement. Donc vous avez évoqué la responsabilité des financiers dans les crises financières. Est-ce que vous pourriez préciser qui sont ces esprits animaux, pour reprendre l'expression de Keynes? Avez-vous en tête les traders, les dirigeants, les superviseurs, les banques elles-mêmes? Quel est votre point de vue? Je vais vous dire. Permettez-moi de commencer par une anecdote qui se situe à la fin de l'année 2008. Quelques semaines, je n'ai plus la date exacte, peut-être novembre-décembre, quelques semaines, 1 ou 2 mois après le krach de Lehman Brothers. C'est un dîner à Washington autour du secrétaire du Trésor de l'époque, Paulson, auquel je participais, et il y avait là, disons, une demi-douzaine des grands banquiers américains, aussi bien de banques d'investissement que des banques de dépôt. Et l'un d'entre eux, je dois dire à la surprise générale, en tout cas encore plus à la mienne qu'à celle des autres, a fini par dire sur un ton quasiment implorant, en s'adressant à Paulson, mais mettez-nous des règles en place pour qu'on soit obligé de les respecter. C'est-à-dire que ce grand patron de la finance, d'une des grandes institutions financières mondiales, était dans un état de trouble avancé. C'est juste, je vous dis, c'est juste après Lehman, mais un état de trouble tel qu'il disait: nous sommes des êtres faibles, enfin ça voulait dire ça, et nous ne sommes pas capables tout seuls de nous réguler. Il faut que vous, puissance publique, ça se passe aux États-Unis, ça ne se passe pas dans la France colbertiste. Il faut que vous, puissance publique, vous mettiez en place la régulation qui nous empêche de faire des bêtises. Donc les esprits animaux, ils existent. Ils existent sur toute la chaîne. Ils existent d'en haut en bas. Vous citiez différentes professions. Ils existent dans toute la structure. Et c'est à chacun des niveaux de la structure qu'il faut mettre en place des éléments coercitifs si on veut éviter que ces esprits animaux s'expriment. Lesquels, en l'occurrence, avez-vous des idées précises sur ces régulations? Je vais y venir. Je disais tout à l'heure qu'il faut que les politiques mises en place n'empêchent pas la prise de risque. Rien ne serait plus grave. La banque au sens large, est là pour pouvoir prendre des risques. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. C'est comme ça que la société investit dans des technologies nouvelles. Des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait de la prise de risque. Le problème, c'est quand la prise de risque est excessive, difficile à mesurer, mais ça, on voit bien le sujet, et quand elle se fait non pas tellement parce qu'on a l'espoir que ceci va ouvrir des voies nouvelles, mais parce qu'on veut en tirer un lucre personnel. Donc oui, je pense que pour être très direct et très clair, il faut que les sanctions, lorsqu'elles existent, soient des sanctions qui touchent les individus dans toute la chaîne hiérarchique, et pas les institutions. Enfin, pas les institutions. Je me moque qu'elles touchent aussi ou pas les institutions. Je ne cherche pas à épargner les institutions. Mais ça ne sert pas à grand-chose qu'elles ne touchent que les institutions. Il faut que les individus, dans leur comportement, intègrent le fait que s'ils font un métier où ils manient du risque, ils seront certainement beaucoup mieux rémunérés que s'ils font un métier dans lequel ils ne l'ont pas, mais qu'à cette rémunération est aussi associé, pour le coup, un risque qui est un risque de responsabilité personnelle. Si on ne met pas ça en cause, si on ne met pas des instruments de ce type en place, alors dans l'ensemble de la chaîne, la déresponsabilisation est telle que, en maquillant ça, au nom de l'intérêt de l'entreprise, etc., des risques sont pris qui sont absolument démesurés. Pourquoi est-ce que des risques sont pris qui sont démesurés? Pourquoi est-ce que ça existe partout? Pourquoi est-ce qu'il y a cet esprit moutonnier? Parce que, pour 2 raisons. La première, c'est que la technicité de la chose est devenue telle que la plupart des acteurs sur ces marchés utilisent des modèles très sophistiqués. Le problème est que nous savons manier assez facilement des modèles qui reposent sur des aléas gaussiens, c'est-à-dire sur des distributions de probabilités dont les extrêmes sont faibles, ou les événements extrêmes sont rares, alors que la réalité, en matière financière en tout cas, mais pas seulement, dans bien d'autres domaines aussi, repose beaucoup plus sur des distributions de probabilités où les queues de distribution sont larges. C'est-à-dire où les événements très extrêmes arrivent, pas très souvent, mais ils n'arrivent pas avec des probabilités quasi nulles. Et quand on utilise les premiers modèles, parce que c'est les seuls qu'on sait analytiquement traiter, ben évidemment on a tendance à penser que la catastrophe n'arrive pas, parce que sa probabilité est tellement faible. Le problème, c'est que la réalité n'est pas ça. La réalité, c'est qu'évidemment, les extrêmes sont moins probables que le centre,
mais ne sont pas improbables du tout. Et dans ces conditions, la catastrophe, elle peut arriver. Les travaux, il y a un nilologue qui s'appelle Hearst, qui dans les années 20 avait commencé par constater que les crues du Nil suivaient justement des lois qui n'étaient pas des lois gaussiennes, c'est-à-dire des lois dont les extrêmes n'étaient pas improbables. À partir de là, beaucoup de travaux ont été faits, notamment ceux d'un mathématicien dont vous avez sûrement entendu le nom, qui s'appelle Mandelbrot, et les travaux sur les fractales. Le problème, c'est qu'on sait maintenant comprendre le problème, mais on ne sait pas traiter. Donc tous les modèles, pour aller vite, pardonnez-moi d'avoir été trop long et un peu pédant, tous les modèles utilisés dans l'industrie financière reposent sur des lois de probabilité où les événements les plus extrêmes ont une probabilité tellement faible d'arriver que, évidemment, ça conduit à prendre plus de risques qu'on ne devrait en prendre. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on ne sait pas trop faire autrement. Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, les ordinateurs, la technique mathématique, que sais-je, fera qu'il en sera différent? J'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc ça, c'est vraiment une première raison où la prise de risque, avec presque de la bonne foi, le modèle dit que on peut le faire, donc on le fait. Le problème, c'est que le modèle est faux. La deuxième raison pour laquelle la prise de risque est trop grande, c'est que, pardonnez-moi d'être brutal, et je suis enregistré, scruté, donc je ne veux choquer personne, mais je vais essayer de le dire de façon raisonnable. Disons que le gendarme n'est pas assez armé. Si je me laissais aller, je dirais volontiers que les superviseurs sont nuls. Mais enfin, ça me serait reproché, donc je ne vais pas dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que quand, sur les autoroutes, on limite la vitesse, mais qu'on sait que quand même existe des voitures qui roulent beaucoup plus vite, on met en place des gendarmes et qu'on équipe des voitures analogues, parce que sinon, c'est pas la peine. C'est pas avec une Clio qui vont rattraper une Ferrari. Le problème est le même. Si on veut surveiller correctement ce qui se passe dans la station financière, il faut que les surveillants, là, c'est plus tellement l'équipement, c'est pas la machine qu'il faut, c'est les bons hommes, aient la compétence pour le faire. Mais pourquoi ils ne l'ont pas? Parce qu'on ne peut pas les payer. Parce qu'on ne peut pas faire venir dans des organes de surveillance des gens qui, quand ils sont de l'autre côté de la barrière, du côté de l'industrie, vont gagner 10 fois, 100 fois, 200 fois ce que la puissance publique peut leur offrir. Alors je ne sais pas comment on apporte une solution à ce problème, mais la réalité est là. Et la conséquence, c'est que nos gendarmes y rament derrière, à des distances considérables, de la compétence technique de ceux qui sont dans les institutions. Du coup, on n'est pas surpris de ce qu'ils soient incapables a priori. Après, a posteriori, quand ils font l'inventaire quand ils font l'autopsie du cadavre, ça, ils voient bien ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est de le voir en temps réel, sinon on n'arrive pas. Et une autre raison qui vient de ce que, enfin toujours dans la difficulté de la supervision et du contrôle, enfin qui est variable selon les endroits. Aux États-Unis, une large partie du problème venait de ce que l'organisation du système était faite selon l'activité première de l'institution financière. En clair, AIG, qui a été au centre de beaucoup de difficultés à la suite des subprimes, est une compagnie d'assurance à l'origine. Donc la régulation était faite par les organes de régulation des assureurs. Alors eux qui étaient à des années-lumière du problème, même si ensuite AIG a fait bien autre chose que de l'assurance. Donc ça, c'est un premier type de problème. C'est propre aux États-Unis, ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, le problème est un peu différent, c'est que la supervision est totalement éclatée. Et que, en dépit des discours qui sont faits dans des conseils européens sur l'union bancaire, il n'y a absolument pas d'union bancaire aujourd'hui et absolument pas de supervision transfrontalière.